l'époque, hein, on appelait Bukavu la Suisse du Congo, une jolie petite ville où il faisait bon vivre en tout cas. Alors c'est là donc que j'ai commencé mes études primaires bien évidemment, en secondaire, et puis j'ai commencé l'université. Bon, déjà à 20 ans, dans une petite ville où il y a très peu d'opportunités de se voir accepter d'intégrer une grosse organisation. Hein. Autant dans les courriers des auditeurs qui arrivaient, les gens m'appréciaient, ils avaient en tout cas l'air de beaucoup m'apprécier. Ambition déjà très tôt. J'aimais beaucoup Bukavu, mais je ne me voyais pas indéfiniment dans cette ville. Mais je me disais, si c'est mon dessein d'y rester, de fonder famille ici, de me marier à 20 ans, 22 ans, ok. Moi, personnellement, avec beaucoup de recul, est-ce qu'il y en a qui m'ont tendu la main? Non. Est-ce qu'il y en a qui m'ont vraiment inspiré? Est-ce qu'il y en a qui voulaient cette relève-là de la jeune femme, de celle qui était encore en train de se battre, de vouloir devenir quelqu'un aussi? Je n'en vois pas beaucoup. Je pense que tout va de la tête, hein, de ce qu'on a dans son mental. Quand vous êtes assez exigeante avec vous-même, vous donnez des ordres à votre cerveau, le corps il obéit. Ce n'était pas ma première préoccupation, j'avais pas soif. Moi, mon principal souci, c'était de bien faire ma mission. C'était la première fois également au sein du cabinet d'un chef de l'État d'avoir, par exemple, une directrice de communication. Ça n'existait pas. C'est une première d'avoir quand même des femmes avec des postes assez importants au sein du cabinet. Hein. On a des conseillères principales, on a des conseillères spéciales, on a une directrice de cabinet adjointe. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui occupent des postes très très élevés, très importants au sein du cabinet. Donc pour dire que le chef d'État dans sa vision a commencé d'abord dans sa maison. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous recevons pour vous Madame la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama. Nous allons échanger. Elle occupe des fonctions d'État aujourd'hui, mais il y a un parcours. Quel est ce parcours? D'où vient-elle? Comment elle a construit sa carrière? Pourquoi les structures des Nations Unies, l'État congolais, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutient l'émergence de la femme, soutient les initiatives menées par la femme congolaise. Et parmi tant des femmes qui se sont illustrées pour faire avancer le pays, aujourd'hui nous avons Tina Salama, Madame la porte-parole adjointe du chef de l'État, que nous saluons. Tina Salama, nous vous saluons. Bonjour Monsieur Katende, merci encore une fois d'avoir pensé à moi. Tina Salama, cette émission est exceptionnelle parce que aujourd'hui la femme est marginalisée, surtout quand nous voyons les affres de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, cette femme qui est mutilée, cette femme qui est violée, cette femme qui est dénigrée, cette femme qui est délaissée, mais cette femme par ambiguïté qui porte la vie, cette femme qui construit la nation, parce que les premières leçons de part, les premiers mots d'appellation, c'est la femme, c'est la maman que vous êtes. Qui est Tina Salama pour commencer d'entrée de jeu? Alors, merci encore une fois. Qui est Tina Salama? C'est pas évident de parler de soi-même. Hein. Bon, en très peu de mots. Qui suis-je? Bon, voilà, déjà le nom, tout le monde le connaît. Je suis née à Bukavu. À l'époque, hein, on appelait Bukavu la Suisse du Congo, une jolie petite ville où il faisait bon vivre en tout cas. Il y a toujours un bon climat, un beau climat pardon, à Bukavu. C'était des familles qui se connaissaient, on se connaissait pratiquement tous. Il y avait des très bonnes écoles, le collège Alfagiri, le lycée Tchérézy, l'Athénée hein, qui était très bien, l'Athénée Prince Albert et beaucoup d'autres écoles comme ça, l'EDA PSP. Voilà, donc c'était une chouette petite ville. Où on vivait tous comme ça dans 3 quartiers, dans 3 communes uniquement. Et donc c'est là que je suis née, c'est là que j'ai grandi, j'ai étudié à Bukavu avec mes frères et sœurs. Nous sommes 11. Je suis d'une grosse équipe de football, comme je l'ai dit toujours, l'équipe de 11. Donc moi je suis la 4e. Mes parents, ma mère aujourd'hui elle est aux États-Unis, mais elle est entre Bukavu et les États-Unis. Mon père il est toujours à Bukavu, il est resté dans notre maison familiale. Tous les enfants sont partis.
tous les 11, mais j'y retourne aussi souvent que j'en ai l'occasion. Alors c'est là donc que j'ai commencé mes études primaires, bien évidemment, en secondaire, et puis j'ai commencé l'université. Alors quand je commençais l'université, malheureusement, bien avant, c'était la première guerre d'abord. J'étais aux humanités, il y a eu l'entrée de l'AFDL. Et donc, c'était quand même très difficile pour nous pour présenter l'examen d'État, alors que j'étais en avance déjà. J'avais une année en avance. Si tout se passait bien, j'allais avoir mon diplôme d'État à 17 ans. Et donc, la guerre a tout perturbé. Je pense qu'on a fait un an, on attendait les items, que ça vienne de Kinshasa. Parce que vous savez, après l'entrée de l'AFDL, il y a eu la deuxième guerre qui est tout de suite venue en 98, la guerre du RCD. Et donc là, à ce moment-là, le pays était coupé en trois parties. Vous aviez l'ex-composant de gouvernement qui était à Kinshasa ici. Vous aviez la partie contrôlée par le MLC, l'Équateur et autres. Et puis vous aviez le RCD Goma. Donc nous étions sous le RCD Goma. Et donc c'est très difficile de pouvoir faire des choses. Mais finalement, j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai commencé l'université. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai intégré, parce que comme j'étudiais la communication, j'étais en deuxième année de graduat déjà à l'université, toujours dans ce contexte très difficile. Et donc, il y avait la mission onusienne qui existait déjà depuis quelques années. Et donc, ils sont venus avec un projet de créer une radio partout. Il y en avait déjà à Kinshasa, mais il fallait maintenant faire dans les provinces, dans le Bukavu notamment, Kindu, Goma. Je pense que ça a démarré pratiquement en même temps. Et donc moi, comme j'avais cette passion de journalisme, comme j'étudiais la communication et que je faisais du bénévolat dans une radio catholique, Radio Maria, j'aimais bien animer, j'étais très dynamique comme jeune fille. Donc déjà, je me rappelle à l'époque, j'organisais des défilés. Miss Bukavu, tout ce qui était social, loisirs et tout ça. J'étais dans le groupe Jérémie des luttes contre, les conflits dans les Grands Lacs. La résolution des conflits dans les Grands Lacs plutôt. J'étais dans beaucoup de petites organisations comme ça qui pouvaient changer la vie des gens, qui pouvaient emmener quand même un sourire dans notre petite bourgade de Bukavu. Et donc, lutte contre le VIH-Sida et tout ça. Et donc finalement, quand cette radio a commencé, on m'a mis en contact avec le patron de la Fondation Hirondelle qui était venu pour ça. Et donc j'ai passé mon test comme il se devait, avec tout le monde. Je suis la plus jeune, bien évidemment. Et c'est ainsi que j'ai commencé ma carrière aux Nations Unies à Radio Kapi, comme stagiaire tout d'abord, j'avais 20 ans. Et voilà, et par la suite, j'ai été emmenée à Kinshasa. Cette femme qui est méprisée, cette femme qui a vécu les affres de la guerre, pourquoi soutenir la femme congolaise pour dire que c'est possible? Notre pays, les décideurs politiques doivent changer leur regard de la femme et la faire plus impliquée. Comment faire impliquer la femme congolaise? Mais c'est en se servant des expériences qui ont réussi pour dire que non, la femme peut avancer. Tina Salama, nous remarquons bien, à l'époque, quand vous intégrez Radio Kapi, la Fondation Hirondelle, il y avait quand même l'instabilité dans cette partie de la République. Comment ça s'est passé? Vous pouviez aussi laisser, comme tout le monde, laisser tomber. Ce n'était pas facile, votre parcours a commencé, l'intégration à la Radio Hirondelle. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Alors bien évidemment, c'était une période très difficile de ma vie et en même temps excitante. Pourquoi excitante? Parce que bon, déjà à 20 ans, dans une petite ville où il y a très peu d'opportunités de se voir accepter d'intégrer une grosse organisation qui était les Nations Unies, parce que vous savez, Radio Kapi, c'est une radio onusienne, donc c'était une grosse mission comme ça qui ouvrait ses portes dans notre petite ville. Donc vous allez vers l'inconnu? Bien évidemment vers l'inconnu, parce que j'avais jamais travaillé dans quelque chose d'aussi sérieux, d'aussi structuré, et donc je voyais des gens venir de partout. Donc on m'appelait, je me rappelle, il y a des gens qui me voyaient passer, des expatriés. Il y avait très peu de locaux à l'époque. Je pense que j'étais parmi les premiers locaux qui avaient été engagés, même sans contrat, à la MONUSCO, Bukavu bien évidemment, et la plus jeune. Je pense en prétendant que j'étais la plus jeune de toute la mission, 20 ans ou 19 ans par là. Alors, ce qui était intéressant, c'était de voir, c'était intéressant et intimidant en même temps, c'est de voir des gens qui venaient vraiment comme ça se dit si bien, les Nations Unies, des gens qui venaient de partout. Tu veux voir quelqu'un qui vient du Bénin, un autre qui te dit, moi je viens de New York, fraîchement de New York là, j'ai atterri à Kinshasa et puis je suis venu avec les vols UN, d'autres qui viennent de Paris, d'autres qui viennent du Kazakhstan, de New Delhi, de, je sais pas, n'importe quelle ville africaine et tout ça. Et c'était intéressant d'échanger les cultures comme ça, donc de travailler dans un environnement multiculturel. C'était intimidant pour la jeune fille que j'étais. Et donc, du coup, j'étais un peu
en retrait comme ça, je reculais pour observer. C'était un peu trop pour moi, en un coup comme ça. Et je me rappelle qu'il m'avait surnommé sans savoir, c'est un ami qui me le dira plus tard. Il dit, tu sais comment t'appelais? La princesse lointaine. On trouvait que tu avais beaucoup de grâce, beaucoup de dignité, mais très, très introvertie, très retirée, réservée comme ça. La princesse lointaine, très fière. J'ai dit, pourtant non. Moi, je leur disais, moi je suis très cool, mais bon, bien évidemment, je suis encore jeune. Je me retrouve aux Nations Unies, c'est pas évident. Alors, un autre challenge, pourquoi j'ai intégré là? Eh ben, c'était pour le journalisme. Donc, à un niveau très élevé. Peut-être qu'on n'a pas encore connu. Parce que là, tu n'avais pas encore la formation de journaliste. J'ai étudié. J'étais en deuxième graduat, communication. Je passais en troisième année. J'ai fait la communication au départ. Là, c'est vraiment le journalisme pur et dur. Et puis, le journalisme. Descendre sur absolument. Et de haut niveau, parce que j'avais déjà fait mon stage à la RTNC. Mais bon, là, c'est juste la prise de vue. Et j'ai fait Speakerine. On me disait, ah, tu passes bien à la télévision. Pourtant, moi, j'ai toujours aimé la radio. Et c'est là que j'ai fait toute ma carrière, Dieu merci. On me disait aussi que j'avais une belle voix à la radio. Et donc, c'était un double challenge pour moi. Donc, en tant que jeune fille, comme vous le dites, hein, Monsieur Symphorien, je n'avais pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et là, maintenant, il fallait faire des preuves parce que c'était les Nations Unies. Parce que là, on ne prend pas des apprenants, on ne prend pas des stagiaires. Il faut apporter quelque chose et tout de suite. Vous ne venez pas être formé là. Mais ils ont été très patients avec moi parce qu'ils ont vu que j'avais beaucoup de volonté. Et donc, on avait un club d'auditeurs. Donc, les auditeurs écrivaient. Hein, ils disaient... ils nous remontaient en fait c'est une sorte de sondage. Donc, ils nous remontaient leurs préoccupations par rapport à nos émissions, par rapport à ce qu'on faisait. Et ce qui est bien, moi je l'ai dit en tout cas, c'est une grâce divine, c'est que autant j'étais peut-être la moins expérimentée de toute l'équipe qui était là, autant dans les courriers des auditeurs qui arrivaient, les gens m'appréciaient. Ils avaient en tout cas l'air de beaucoup m'apprécier. Alors que je faisais des petites choses, des petits reportages, mais vraiment tout simple. La revue de presse, c'est ce qu'on me confiait, parce que bon, on se disait, ouais, elle ne connaît pas encore. Et les gens appréciaient, ils disaient, mais cette fille, elle a une très belle voix. On me comparait même déjà à l'époque, sans prétention, en tout cas encore une fois, à Ghislaine Dupont. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. On me dit, mais elle parle comme Ghislaine Dupont. Qui est-elle? Qui est Tina Salama? Et on me dit, mais Tina, c'est une fille d'ici, Tina, elle a grandi ici. Je dis, mais non, elle parle bien, c'est la sœur de René. Parce que j'ai un frère qui est basketteur, qui est très connu. Et donc tout le monde connaissait plutôt mon frère, c'est lui la star de la maison. Ah, c'est Tina seulement, mais elle parle bien. Et donc du coup, les gens m'ont dit, non, c'est vraiment ton domaine, vas-y. Même mon père qui doutait au départ, qui n'était même pas déjà d'accord de mon choix de filière. Hein. Il voulait, comme tout bon parent, d'une petite ville comme ça, où il y a quand même non seulement la bourgeoisie, mais les gens sont assez intello. Tous les parents voulaient voir leurs enfants faire le droit à l'Université catholique de Bukavu, le droit, l'économie, la médecine. Donc, c'était vraiment les trois filières où il y avait du monde. Donc, tous ceux qui finissaient avec moi, même mes collègues, allaient dans ça. Donc, j'étais la seule à avoir pris une décision, mais vraiment folle, à ce moment-là, d'aller dans une petite université qui commençait, de faire la communication. On me disait, mais tu es folle, tu es intelligente, on te connaît. Tu vas faire quoi dans le journalisme? Ça ne paye pas dans ce pays. Et à Bukavu, tu te vois aller où? Donc, les gens ne voyaient pas cette opportunité-là. On ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait y avoir une grosse opportunité comme Radio Kapi. Et vraiment, comme je dis, moi, je pense que c'est le destin. C'est Dieu qui m'a guidée dans ça. Parce que Dieu voyait ce qui venait par la suite. Et donc, Radio Kapi est venu comme ça. Un coup de chance. J'ai quitté la petite radio où je faisais du bénévolat. Moi, l'argent n'a jamais été une motivation. On ne m'a jamais payé. J'ai fait je faisais, comme je l'ai dit, mon stage professionnel à la RTNC, donc on nous apprenait comment faire des choses. Et c'est encore des manières très archaïques. Hein. À l'époque, où il fallait couper, tout ça, je me dis waouh. Et donc voilà, j'intègre cette grosse boîte, c'était évidemment un challenge, il fallait vite apprendre. Il fallait très vite apprendre, la voix ça ne suffisait pas. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à aller à Kinshasa, où là c'était encore un autre défi. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous sommes dans votre programme Deadline. Nous recevons pour vous Madame la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama, avec laquelle nous sommes en train de parler de cette femme, la contribution de cette femme congolaise par rapport à sa carrière. Nous avons deux questions spécifiques. Premièrement, quels sont les préjugés auxquels tu as dû faire face, surtout en allant travailler dans un milieu inconnu, malgré que c'était, tu avais envie, c'était ta vision d'intégrer. Et à l'époque, quel panorama ou comment tu définissais la femme, celle de ton milieu, Bukavu, la femme de l'Est, et puis toi-même, comment, en tant que femme, tu te définissais en commençant cette carrière?
Alors, en tant que femme déjà, très jeune fille, dans une petite ville comme ça, c'est vrai que le chemin était tout tracé. Hein. C'était tu grandis, tu fais tes études. L'université, pas forcément. C'est vrai que ça commençait quand même à venir. Beaucoup de parents voulaient envoyer leurs filles à l'université, mais c'était, tu finis déjà le diplôme d'État, tu pouvais te marier. Hein, tu étais mariable, comme on dit. Et souvent, les familles se connaissant, je ne dis pas que c'est des mariages arrangés, non. On pouvait s'aimer, hein, on pouvait choisir un garçon qu'on aime et puis bien évidemment on finit par se marier. Mais souvent c'était des familles connues qui se mettent ensemble comme ça. Et donc c'était au finish. Donc l'avenir de la jeune fille était déjà bien tracé, limité. En tout cas à Bukavu c'était ça, hein, une fille pour faire honneur aussi à sa famille, à ses parents. Je pense que pour beaucoup de parents, l'idéal n'était pas trop les grandes études, c'était pas trop une carrière impressionnante, c'était d'abord qu'elle soit bien casée. Ça a limité carrément le rêve de la jeune fille. Hein. Elle ne non, savait pas donner le meilleur d'elle-même. Non, ça ne limitait pas du tout parce que j'ai vu des filles très intelligentes qui sont allées très loin aujourd'hui. Quand je vois notre génération, même celle un peu plus, celle de mes frères par exemple, ils sont tous pratiquement aux Nations Unies, ils ont tous des bons boulots, ils sont tous éparpillés dans le monde. Hein. Et donc, moi, je suis contente de cette génération-là, celle qui m'a précédée, bien évidemment. Donc, nous, on allait au centre culturel français, nous, on lisait des livres, on échangeait. C'était vraiment une vie chouette. Donc, on avait tous les magazines, des News People, tout ce qui se passait aux États-Unis, on était au courant, on était assez branchés, on va dire. C'est vrai que je ne reconnais plus ma ville quand j'y vais. Donc, voilà. Mais c'était pas que la fille était limitée, c'était normal en fait. Une jeune fille se disait non, je dois honorer mes parents parce que je vous promets qu'à l'époque les copinages, les filles qui sortent en boîte, non, je ne vois pas moi, ma sœur, peut-être la génération un peu plus voilà. C'était très difficile, hein. Peut-être elle cachait, elle fuyait pour sortir comme ça. Peut-être dans les fêtes, il fallait prévenir les parents. C'est une éducation assez stricte. Hein. Donc du coup, quand une femme finit dans un mariage, c'était la voie la plus, non seulement honorable, mais c'était le chemin classique, bien tracé. Et donc pour nous, ce n'était pas une punition. Et au finish, je pense qu'une femme ou une jeune fille de cette époque-là, qui avait peut-être des ambitions, celle qui se trouvait un peu en dehors du système établi. Et moi, j'en faisais partie. Moi, j'ai toujours été une rebelle. Pas dans le mauvais sens, mais je n'aime pas faire ce que tout le monde fait. Et c'est même pour ça que je n'ai pas été dans les filières-là, communes, droit, médecine, économie. C'est pour ça que moi, je me suis dit, je fais la communication. Mon père disait que je parlais beaucoup, que je pouvais faire avocate. J'ai dit, ok, oui. Mais je pense que journaliste aussi, ça pourrait être bien. Et donc, ma mère, elle regardait souvent aux RT à l'époque. Elle avait des femmes qu'elle appréciait bien. Et voilà, donc, je me disais, c'est pas mal. Et puis, bon, on voyait les Claire Chazal et tout ça. Anne Sinclair, et moi je me disais pourquoi pas. Et donc voilà, c'est comme ça que moi j'avais des ambitions déjà très tôt. J'aimais beaucoup Bukavu, mais je ne me voyais pas indéfiniment dans cette ville. Mais je me disais, si c'est mon dessein d'y rester, de fonder famille ici, de me marier à 20 ans, 22 ans, ok, comme ma mère, hein, comme sa mère avant elle, comme mes tantes. Mais je sentais qu'il y avait comme un appel, quelque chose qui m'appelait à aller plus loin. Je le sentais, je me suis battue pour ça, d'abord avec mon père, qui est très formaliste. Mon père, c'est un homme très carré. Comme il m'a laissé sortir, j'ai jamais compris. Donc vraiment, comme je dis, quand tu as un parcours, quand tu as un destin, l'univers entier conspire à ce que ça se passe comme tel. L'univers entier conspire que ça se passe de telle manière. Vous intégrez réellement et désormais le staff UN. Comment ça se passe? Radio Okapi, vous avez votre badge. Alors moi je le dis, vraiment j'ai eu beaucoup de chance parce que en tant que jeune fille, d'intégrer dans un milieu professionnel, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres, hein, mais j'imagine que c'est pas facile parce que je rencontre beaucoup de jeunes femmes, je les encourage, elles me racontent leurs déboires, leurs problèmes et tout ça. J'ai vraiment eu beaucoup de grâce d'intégrer un environnement où il y a la promotion de la femme. Quoique partout, il faut encore se battre, il faut encore insister contre les inégalités. Mais moi, j'ai eu cette chance-là où être une femme n'était pas un handicap. J'ai eu cette chance-là de voir des femmes chefs des bureaux, de voir des femmes chefs d'une section. Affaires politiques, vous avez une femme. Département de l'information publique, vous avez une femme qui a une grosse expérience derrière elle, qui vient de n'importe quel pays du monde. Donc, il n'y avait même pas... c'est ça, l'environnement multiculturel dont je parle, c'était celui-là. Il n'y a pas ces complexes-là de se dire, comme moi, je viens du Kazakhstan, excusez-moi, j'aime beaucoup le Kazakhstan, je ne sais pas pourquoi, ou du Sri Lanka, je n'ai pas beaucoup de chance, ou parce que
Tina, c'est une Congolaise née à Bukavu, elle n'aura pas la chance d'émerger, d'arriver, d'être même sous-secrétaire générale aux Nations Unies un jour, non. Donc j'ai vu vraiment différentes cultures, nationalités, pouvoir émerger, avoir des bons postes, tout comme un Français qui ne se retrouvait pas, qui était volontaire. Donc c'est ça les Nations Unies, et ça c'était vraiment une chance pour moi. Bien évidemment, les problèmes ne manquent pas hein, dans toute organisation. Donc comme handicap, moi, c'était la jeunesse, et la femme. Donc tu as toujours des machos qui ne comprennent pas, et pas forcément les hommes, il y a des femmes aussi qui ne comprennent pas. Tu es toute jeune, toute frêle, toute mince comme ça. Une femme, on se demande comment elle est arrivée là. Et quand tu es face à ça, la seule solution, c'est d'être bonne professionnellement. C'est là que les gens se taisent. Mais si tu n'arrives pas... Et donc ça, c'était un défi permanent. C'est un défi permanent pour moi. Il fallait absolument bien faire les choses. Prouver, de montrer qu'on n'est pas là par hasard. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas bonne. C'est pas parce qu'on est femme qu'on ne peut pas bien faire les choses. Donc ça, c'était les deux handicaps, je peux dire. Nous avançons encore. Tu es professionnelle dans le monde du journalisme. Quelle était ta vision quand tu comparais le traitement de l'information au sein de Radio Okapi et comme ça se faisait ailleurs? Parce que vous étiez une chaîne onusienne, une radio onusienne. Comment vous faites le parallélisme? Alors moi, comme je n'ai pas une autre expérience avant, parce que ce que je faisais à la radio Maria, c'était du bénévolat, c'était une émission culturelle, hein, c'est de l'animation d'antenne, donc ça n'avait vraiment rien à voir avec les traitements de l'information en tant que tel. Et donc du coup, moi j'ai connu cette façon de traiter l'information, mais vraiment une bonne ligne éditoriale que tout le monde se doit de respecter, quelles que soient vos tendances. Déjà vos tendances, vos opinions, on n'en a pas besoin. Vous les gardez pour vous. Quand vous venez à la radio Okapi, vous êtes objectif, hein. Vous devez de parler des faits. Donc tout le monde devait se conformer à ça. C'est vrai qu'il y avait toujours quelques petits récalcitrants, mais c'était déjà ça. Et donc moi j'ai évolué comme ça. Vous imaginez, depuis 20 ans, j'ai quitté Radio Okapi, je pense au bout de 17 ans pour aller voilà, travailler à la présidence. Donc c'était ça dans ma tête. Et je pense que ça m'a tellement formalisé, je suis devenue carrée. Donc du coup, je ne comprends pas. Comme par exemple une fois, en tant que porte-parole chef de l'État, on m'invite dans une émission de télévision. Donc moi j'y vais gentiment, proprement. On m'envoie le questionnaire. Je dis bon, déjà ma disponibilité c'est bien. J'y vais. Et donc après on me présente une facture. On me dit il faut payer. Je dis ah tiens mince, c'est vrai que nos médias ont quand même du mal à fonctionner. Hein. Il faut des subsides que l'État devrait pouvoir comment apporter à ces médias pour qu'ils soient autonomes, indépendants. Et c'est pour ça que la presse, elle a encore beaucoup de problèmes. Et même le traitement de l'information n'est pas si... la ligne éditoriale, je veux dire, de beaucoup des médias. Donc quand je te paye, ça ne faut rien pour traiter une information. Je fais une activité, moi je suis politique, je te donne $1000, $500, 200. Tu seras forcé à un moment de mettre ton objectivité de côté et de faire des choses dans mon sens. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que tu devras plaire, parce que tu as été payé. Tu devras plaire, parce que je t'ai payé pour ça. C'est comme un service voilà. Alors que si tu as un bon salaire... Donc le service doit être bien fait. Ah oui. Alors que si dans ton média, tu as un bon salaire, si dans ton média, il y a une bonne ligne éditoriale, eh ben, tu feras le travail avec objectivité. Donc c'est ça. C'est ce traitement qui est assez difficile. Et voilà, donc je pense qu'on devrait vraiment penser à remédier à cela. Et vous, en tant que spécialiste dans le domaine de la communication, de la presse, est-ce que vous avez rencontré la femme politique congolaise? Vous l'avez reçue. Et en recevant la femme congolaise, la femme politique, la femme sociale, cette femme leader, comment tu la situes, cette femme? Parce que là, maintenant, tu regardes ça avec beaucoup de recul, parce que tu occupes d'autres fonctions aujourd'hui. Alors, déjà les femmes parlent difficilement dans les médias. Moi, j'ai eu la chance d'arriver de la petite stagiaire à Bukavu que j'étais. J'ai vraiment gravi les échelons. Je suis devenue journaliste, productrice d'émissions, jusqu'à devenir directrice adjointe des programmes. Et donc, on a reçu beaucoup des femmes. Hein. C'est vrai qu'il y a des femmes avec beaucoup de potentiel, des femmes intelligentes, brillantes. Quand ils vous parlent, peut-être waouh, vous êtes impressionné. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Surtout celles qui acceptent facilement d'aller dans les médias, celles qui acceptent de répondre facilement aux médias, celles qui se met en position d'être un modèle, d'inspirer une autre génération, de tendre la main à d'autres jeunes femmes qui aspirent par exemple à la politique. Il faudrait qu'on se dise que la politique n'est pas qu'une affaire d'hommes. C'était ça dans la tête de beaucoup de gens et donc on voit des femmes politiques émerger, soit on les casse, soit on trouve des choses pour dire voilà, peut-être qu'elles sont soutenues, peut-être que c'est voilà, mais il y a des femmes avec tout ce qu'il faut, le package, mais vraiment complet pour faire politique. Alors moi, personnellement, avec beaucoup de recul, est-ce qu'il y en a qui m'ont tendu la main? Non. Est-ce qu'il y en a qui m'ont vraiment inspiré? Est-ce qu'il y en a qui voulaient cette relève-là de la jeune femme?
de celles qui étaient encore en train de se battre, de vouloir devenir quelqu'un aussi, je n'en vois pas beaucoup. On les voyait de très loin. Donc c'était des femmes qu'on trouvait un tout petit peu inaccessibles. Et c'est peut-être que ça commence à changer en ce moment, peut-être que les femmes comprennent, les femmes ministres, hein, les femmes qui ont des postes importants, commencent à comprendre qu'il faut être accessible, nous sommes dans un monde qui évolue où tout est interaction forcément. Un tweet d'un anonyme peut faire tomber quelqu'un qui a une fonction très importante, pour vous dire. Donc de ce fait-là, vous vous dites, il faut être un peu plus humble, il faut être plus ouvert, plus accessible et parler à tout le monde. Et donc moi, on me reproche souvent d'être très accessible justement, mais c'est parce que j'ai été là où peut-être que les autres sont aujourd'hui. J'ai rêvé et Dieu m'a fait grâce et moi, je ne voudrais pas changer, je ne voudrais pas me prendre la tête. Je voudrais donner ce que je peux donner, expliquer mon parcours, si ça peut inspirer, si ça peut aider. C'est peut-être minime, c'est peut-être rien du tout. Même quand les médias m'appellent, je suis très accessible. Sur mon WhatsApp, j'ai les mêmes numéros de téléphone, j'ai pas changé. On m'appelle des fois même pour une petite info, mais voilà, qui ne relève même pas du porte-parole là. Je suis toujours très ouverte, très accessible, parce que c'est très important. Et des jeunes filles qui n'ont peut-être pas mon âge, qui sont plus jeunes mais de loin, qui ont 20 ans, 25 ans, qui m'invitent dans des petites choses, mais sans grand impact. Mais pour moi, je sais que ça a de l'impact parce que je parlais. Je vais pouvoir parler aux jeunes filles, ce que moi, je n'ai peut-être pas eu, ce modèle-là. Et on essaie d'échanger les expériences. On n'a pas le monopole d'avoir la plus belle expérience, les plus beaux parcours. Voilà, c'est juste un échange. Voilà. Dans ton travail, il y a une grande part des relations humaines, hein, parce que pour faire parler l'autre, il faut le rassurer. Mais les hommes que vous avez reçus sur votre plateau, et quelle est leur vision qu'ils avaient de la femme? S'il fallait, je sais que, mais à majorité, par exemple à 90%, dans leurs propos, comment eux considéraient la femme congolaise? On ne peut pas catégoriser, on ne peut pas généraliser, dire que tous les hommes ont telle opinion sur les femmes. Hein, ça dépend de votre parcours, ça dépend de votre éducation, de votre culture, de beaucoup de choses. En fait, c'est un ensemble de tout pour que vous puissiez avoir aujourd'hui une telle opinion sur la femme. Et donc moi, ce que je dis aux hommes, je dis, pensez, quand vous pensez à une femme qui travaille avec vous, une femme qui a des ambitions, une femme qui veut aller au-delà, pensez tout simplement à votre fille. Si vous êtes père et que cette fille a été votre fille, est-ce que vous ne l'aideriez pas à pouvoir se faire, à pouvoir devenir, avoir cette chenille, devenir papillon? Pensez à votre mère, le respect que tout homme donne à sa mère. Ça, c'est incontestable. Je n'ai jamais vu un homme manquer du respect à sa mère. Il peut être voyou, il rentre sous à la maison, mais quand la maman parle, tout le monde devient tout petit. Et donc, le respect que vous devez donner à une femme, pensez que cette femme-là était votre mère. Pensez qu'une femme, au départ, elle est mère. Et donc, si ce n'est pas la vôtre, elle est la mère de quelqu'un d'autre. Donc, si vous pensez à ça, vous allez la respecter. Pensez, quand il s'agit de l'amour, pensez à l'amour que vous aimeriez donner à votre femme, à la femme de vos rêves, à la femme que vous avez ou que vous aimeriez ou que vous rêvez d'avoir. Donc, quand vous pensez à l'amour que vous devez ou que vous rêvez de donner à une femme, au respect que vous donnez à une mère, au souci, à la préoccupation que vous pouvez avoir comme parent de voir votre fille devenir quelqu'un d'important, d'avoir un beau parcours, alors il y aurait plus de débat. On ne serait plus en train de se tirailler et tout ça. Je pense qu'avec les hommes, ils comprendraient. Voilà. Mais cela étant, c'est tout un système qu'il faut changer. Ce sont des habitudes, c'est la mentalité, c'est l'éducation. Donc c'est un travail de fond qu'il faut faire avec tout le monde. Et les femmes aussi, même chose. Voilà, c'est dès le bas âge, comment elle a été éduquée, qu'est-ce qu'on lui a dit, quelle est sa place. Et donc du coup, même, elle peut voir très mal une autre femme avoir des ambitions. Elle peut se dire non, pourquoi je dois la casser parce que elle est très ambitieuse, c'est pas sa place. Et pourquoi elle évolue? Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut peut-être essayer de revoir et de changer. Deux fois dans ta carrière, tu as peut-être ressenti deux fois qu'on t'en voulait, deux fois qu'on t'écartait parce que tu étais juste femme, deux fois tu sentais comme s'il y avait des combats qui étaient dus au fait que tu étais femme et que tu devais travailler plus, redoubler d'efforts. Bien évidemment, et moi je l'ai dit tout le temps, peut-être que j'abuse, j'abuse peut-être avec cette phrase-là, mais je pense que moi le choc dans mon parcours, ça a été les femmes.
ça a été les femmes. Et même des femmes qui se mettent au devant de la scène à crier parité et tout ça, elles se font féministes et tout ça, elles sont très difficiles. Des femmes intellectuelles, des femmes qui ont fait des bonnes études et tout ça. Et s'il faut leur en vouloir pour autant, est-ce leur éducation, comme je l'ai dit, hein? Donc déjà, elles sont assez limitées. Donc pour elles, une femme qui avance, pourquoi? Et puis les femmes, on le dit, hein? J'ai une collègue que j'aime bien qui me dit c'est faux, Tina, c'est faux, des balacs, les femmes, on a cette jalousie. Moi, je suis le genre à voir une femme, je lui dis, mais tu es belle, mais pas de la flatterie. Il est difficile de voir une autre femme. Voilà, et ça, je ne comprends pas souvent qu'il n'y ait peut-être pas ce retour-là. Je peux dire, mais tu as une très belle... Parce qu'il y a une rivalité innée déjà. C'est ce qu'on dit, mais je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas comprendre ça. On ne peut pas tout avoir la même beauté, on ne peut pas tout avoir la même intelligence, on ne peut pas tout avoir le même physique. C'est un complexe de supériorité ou bien d'infériorité? Supériorité forcément, hein. Supériorité, peut-être qu'on pense qu'on est mieux. Je ne sais pas, je pense que s'il y a des conflits, c'est forcément par supériorité. Aussi peut-être d'infériorité. Normalement, vous deviez vivre comme des sœurs. Normalement, on devrait avoir une solidarité, sachant qu'il y a déjà un problème. Sachant déjà qu'en face de nous, on doit pouvoir trouver une solution pour nous femmes. Donc du coup, quand vous avez le même combat, vous vous mettez ensemble. On ne peut pas avoir le même combat et être dispersé. On ne peut pas avoir le même combat et ne pas s'entendre. Et même des femmes qui luttent dans différentes associations pour la promotion de la femme, souvent elles ne s'entendent pas. C'est paradoxal, c'est pour ça que je n'ai jamais compris ça, moi, c'est le problème des femmes. Et donc du coup, moi, comme je dis, le choc pour moi dans ma carrière, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, ce sont les femmes qui m'ont choqué les plus par leur comportement. Les hommes, peut-être que c'est aussi une déformation dans ma tête, peut-être que je les comprends plus facilement en se disant, eux, ce ne sont pas nos adversaires, hein, mais eux, dans leur tête, c'est déjà bien tracé. Donc le combat avec les hommes, il va venir. Ce n'est même pas un combat, c'est juste question de s'entendre, de pouvoir bien expliquer les choses. On n'est pas en compétition. Et donc moi, déjà dans ma tête, il n'y avait pas de problème avec un garçon, parce que j'ai étudié avec des garçons. Moi, j'étais dans une école, il y avait beaucoup de garçons, l'EDA PSP de Bukavu, une très bonne école. Je pense que c'est même elle qui venait après le collège Alpha-Géry, en termes de formation. Il y avait beaucoup de garçons, parce que c'était scientifique uniquement. Il y avait scientifique, donc maths, physique plus tard, et biologie. Donc moi, j'ai fréquenté cette école-là. Et donc du coup, j'avais des potes garçons, souvent, j'ai fréquenté les garçons. Et en classe, on était en compétition. Autant j'étais forte en anglais, en histoire, autant il y avait des garçons qui étaient forts en maths, physique et tout ça. Et donc je ne peux pas comprendre ensuite qu'on me dise qu'un garçon est plus intelligent que moi, qu'un garçon vaut plus que moi dans le milieu professionnel. Pourtant, j'ai évolué avec les garçons, avec mes frères, je ne me sens pas, comment dire, je ne me sens pas plus faible, moins intelligente, moins performante, moins... Non, parce que... on était là à se battre pour les points, tu as eu 60%, ton collègue de banc ou de pupitre a fait 62, allez, la prochaine période tu fais 70 et tout ça. Et donc moi je me rappelle avoir eu, c'est en 5e finalement, j'ai quitté cette école-là, scientifique, je suis allée faire PEDA, mais en 5e, très tard. Et donc je me rappelle avoir fait pratiquement 109 sur 120 en psychologie. J'étais la première de toutes les 5e, voilà. Et... je faisais 70% ou plus, mais comme point. Et donc tout le monde savait que j'étais intelligente aux humanités. Et donc je ne peux pas comprendre que par la suite on me dise que par le fait que je sois femme, que je ne peux pas réussir dans le monde professionnel ou que je ne mérite pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends très bien. Qu'un garçon ou un homme vaut plus que moi, lui mérite d'avoir des bonnes fonctions, un bon poste et tout, et pas moi. Ça, je ne peux pas comprendre. Et j'ai grandi comme ça, moi. Donc, ça, on ne peut pas l'enlever de ma tête. Sans entrer dans les commérages, je ne vais pas dire que tu t'entends mieux avec, mais je voudrais savoir juste, nous voudrions savoir juste avec tes téléspectateurs, tu te sens ou vous vous sentez mieux comprise par les hommes ou par les femmes? Vous vous sentez mieux comprise ou vous vous sentez à l'aise? Moi, je suis à l'aise avec celui qui est bien, donc ça dépend. Ça n'a pas de sexe. Cette question-là, ça n'a pas de genre, en fait. On ne peut pas se dire, ah, oui, forcément, les hommes comprennent mieux. Non, il y a des femmes qui ont compris depuis longtemps. Il y a des femmes qui ont eu des parents chics, chouettes, qui les ont bien élevés, qui leur ont donné l'assurance. Il y a un proverbe que j'aime bien, on dit, c'est en anglais, une fleur ne pense pas compétir avec une autre fleur. Tout ce qui est important, c'est qu'elle puisse éclore. Hein. Donc, les fleurs ne devraient pas se battre à dire « Ah, bah, moi, je suis une rose rouge, une rose blanche et tout ça. Chacune est ce qu'elle est, elle a sa beauté, tout ça. » Ça ne devrait pas être ça le problème. Alors,
cette question-là, ce n'est pas une question de genre. Je peux bien m'entendre avec Symphorien, qui est un homme, et pas bien m'entendre avec Clarisse, qui est une femme, ou l'inverse, je m'entends mieux avec Clarisse. Donc, c'est une question de ce que tu as, de ce que vous pouvez avoir comme prédisposition. Mais cela étant, je n'ai pas beaucoup de copines, hein, donc j'ai beaucoup de copains, beaucoup de potes. Nous avons compris. Très chers téléspectateurs, mais sans polémique, compris. vraiment. Vous avez compris. Sans polémique. Maintenant, où tout va changer, nous allons apprendre, agréablement surpris, vous serez nommés tous à la télévision pour la première fois, les yeux écarquillés, Madame Tina Salama, porte-parole adjoint du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu t'y attendais? Comment c'est arrivé? Moi, j'ai passé l'interview. Tu nous laisses, vous nous laissez dans la presse et vous allez de l'autre côté. Déjà, le métier, je ne peux pas le quitter. Vous savez, c'est un peu comme quand on est médecin. Quand on est médecin, même si après on a d'autres fonctions, on reste médecin. Le journalisme, c'est la même chose. Pour beaucoup, c'est un tremplin. Pour passer à une fonction politique. On a vu beaucoup de journalistes commencer journaliste et après être politique, il y a vraiment un pas ou passer à autre chose. Donc moi, je reste journaliste et je pense qu'on me l'a souvent reproché, même étant politique, on me dit « Ah non, Tina, il faut comprendre que tu es maintenant politique, arrête ton objectivité, on est en politique là ». Et ça, c'est même une femme qui me le disait souvent, une dame, je ne comprenais pas, je disais « Non, il faut rester objective, il faut rester droit dans ce mode. Même la politique, il faut la faire autrement, la politique. Qu'on ne nous montre pas que la politique, elle est mauvaise. Pour la politique, qu'est-ce que vous comprenez de la politique? Les antivaleurs et tout ça. Ce sont les compromis, ce sont les... Mais c'est ce qu'on veut faire croire. Bas, ça ne devrait pas être ça. Parce que même quand on parle du renouvellement... On fait la politique comme si on était à Radio Capi, comme on gérait une entreprise où on est objectif, on dit tout ce qui passe derrière la tête. Non, il y a un peu de diplomatie, les choses changent. Même étant à Radio Capi, on ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête. Donc voilà. Pouvons-nous dire que vous êtes maintenant femme politique? Je suis une femme politique, voilà. Vous êtes une femme politique par votre fonction? Pas forcément ou bien par conviction? Par conviction, je pense qu'on en avait parlé, vous et moi, il y a quelque temps, il y a peut-être 2 ans de cela, vous m'aviez invité et je parlais déjà de la politique. Je ne sais pas pourquoi vous m'aviez posé cette question si vous n'aviez pas vu cela en moi. Donc je pense que c'est beaucoup de questions en même temps. Alors je commence par Tina, nommée porte-parole. Est-ce que je m'y attendais? Moi, j'ai passé une interview. Mais je pense qu'au-delà de tout, c'est d'abord ma réputation qui m'a précédée. Dans le milieu journalistique, je pense que j'avais bonne presse. Quelqu'un peut venir dire le contraire. On ne peut pas faire l'unanimité, on est d'accord. Mais je pense qu'il y avait d'abord ma réputation. Et puis voilà. Et donc, on m'a appelé par quelqu'un que je ne connaissais pas. Et j'ai passé une interview et on m'a dit que je n'étais pas la seule femme. Donc le chef de l'État, dans sa vision actuelle de promouvoir la femme, voulait qu'il y ait une femme qui parle en son nom. Donc il y avait, je crois, une série de femmes. Avant, il n'y en avait pas. Je suis la première porte-parole de l'histoire de ce pays. Je suis la première porte-parole de l'histoire de ce pays. Et je pense que ce n'est même pas la première fonction au sein du cabinet. C'est une avancée? C'est une avancée significative au sein du cabinet. Et je ne suis pas la seule par rapport à ma fonction. Moi, je suis la première dans ma catégorie. C'était la première fois également au sein du cabinet d'un chef de l'État d'avoir, par exemple, une directrice de communication. Ça n'existait pas. C'est une première d'avoir quand même des femmes avec des postes assez importants au sein du cabinet. On a des conseillères principales, on a des conseillères spéciales, on a une directrice de cabinet adjointe. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui occupent des postes très très élevés, très importants au sein du cabinet. Donc pour dire que le chef d'État, dans sa vision, a commencé d'abord dans sa maison. Voilà, ça c'est très important à souligner. Et maintenant, bien évidemment, il veut que cette politique aille plus loin. Quelle a été l'opportunité? Dans le gouvernement, Quelle a été l'opportunité? Est-ce que c'est juste pour certaines personnes, c'est juste pour marquer une différence ou bien il y a vraiment un vrai apport? Non, comme je vous dis, quand vous voyez un homme très sensible à ces questions, c'est un homme qui respecte et aime sa femme. C'est un homme qui respecte sa mère. C'est un homme qui veut voir sa fille aller de l'avant. Lui, il est père, il a des filles, il est époux, il est fils. Donc, je pense que ça part déjà de ça et de son éducation. Ça, je l'ai vu, c'est d'abord en lui, le chef de l'État, il est comme ça. Il est sensible à cette question-là. Il veut vraiment promouvoir, pas pour faire joli. Non, lui, ce n'est pas pour faire joli. Il y tient vraiment. Et il voudrait même qu'au Parlement, il puisse y avoir peut-être un système de quotas qui permettrait à ce que les partis politiques puissent proposer autant de femmes que d'hommes. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être difficile au départ parce que bon, c'est une politique qu'il faut impulser, mais il est en train de faire son chemin et je pense qu'on va y arriver. Mais on est déjà bien parti parce que même au sein du gouvernement, il avait insisté.
Il voulait quand même de nouveaux visages, il voulait plus de jeunes et des femmes. Ça, il avait insisté et on a vu les résultats. C'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on a vu quand même qu'on avait 17 femmes dans le gouvernement, 17% des femmes. C'est pas négligeable. Vous êtes adjoint du professeur Kassoumou Mwema Yamayama, un illustre journaliste, professeur d'université. Est-ce que le défi vous paraît grand? Lequel? Du porte-parole là. Ben, je suis déjà porte-parole. Je suis déjà porte-parole autant que lui. Donc l'adjoint n'est pas l'assistant. Je suis porte-parole. Donc si aujourd'hui M. Kassongo est empêché, je fais le même travail que M. Kassongo. Dernièrement, nous avons vu lire un discours d'à peu près 5 heures d'affilée. Debout, sans climatisation. Quel est votre secret? Vous vous entraînez? Pas du tout. Je pense déjà qu'il y a des prédispositions. Comme j'étais journaliste au départ... Parce que les téléspectateurs voulaient qu'on en sache, parce qu'on n'a pas compris. 5 heures d'affilée de lecture. Comment vous vous préparez? Non, on ne peut pas se préparer à ça. Et puis sans faute, sans bégayer, vous ne... Je pense que j'avais le même temps du début à la fin. Ça, c'est quand même un... Même, je m'étais surprise à moi-même, ça se dit. Mais je pense que tout va de la tête, hein, de ce qu'on a dans son mental. Quand vous êtes assez exigeante avec vous-même, vous donnez des ordres à votre cerveau, le corps, il obéit. Le corps, il obéit. Il faut juste le... C'est pour ça que même les militaires sont assez durs et on ne comprend pas même comment ils font des entraînements assez... parce que tout commence par là. Et donc pour moi, je me devais de le faire. C'est vrai que j'ai vu la pile d'ordonnances bien avant et je me disais, c'est moi qui vais lire tout ça? Elle dit oui. J'ai vu aussi de la sensibilité quand même des informations. Vous savez, dans notre pays, il y a des gens qui n'ont pas d'éthique, qui peuvent faire fuiter les choses. Je me suis dit, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc je me suis conditionnée à le faire. Et donc pour moi, je ne dis pas que je le faisais de manière mécanique comme un robot. Je sentais la fatigue. Je commençais par enlever les chaussures. Il faisait chaud dans la salle. Elle n'était pas climatisée, je commençais par transpirer. Donc c'est vrai qu'à un moment, le corps vous montre qu'il est là, qu'il est fatigué. Mais je lui ai dit, cher ami, cher corps, on continue. Vous n'avez même pas le droit de prendre un verre d'eau quand vous lisez? Bon, c'était en direct. Moi, je ne trouvais pas ça beau. Je n'ai jamais vu, moi, un journaliste en direct, même après autant de prouesses, boire de l'eau. Et c'est vrai que ce n'était pas ma première préoccupation. Je n'avais pas soif. Moi, mon principal souci, c'était de bien faire ma mission. C'était ça qui m'importait. Et du coup, je pense que même, j'avais pas. C'est vrai qu'à un moment, je sentais que je perdais la voix. Mais je me disais que c'est l'eau qui va m'aider. Il y avait une bouteille d'eau à côté, mais bon, je ne trouvais pas ça beau de prendre une bouteille d'eau pendant qu'il y a des milliers de téléspectateurs, d'ouvrir et de boire au boulot comme ça. Non. Je pense peut-être que c'est la régie qui aurait pu, vous savez, il y a des réalisateurs qui auraient pu penser à un moment faire des stops, mettre une pause. Vous voyez comment ça se passe en télévision et me permettre peut-être de souffler. Voilà, mais donc moi, du coup, j'avais vraiment pas envie d'aller aux toilettes, j'avais pas envie de boire de l'eau, j'avais envie de finir la mission qui m'a été confiée. Et c'est comme ça que de bout en bout, je l'ai fait. C'est quoi votre mission, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi votre mission auprès du président de la République? On porte la parole chef de l'État. Souvent, les gens confondent notre rôle avec la presse présidentielle, avec la communication en général, qui est une stratégie d'ensemble à court, moyen, long terme. Nous, on porte la parole chef de l'État. Quand je dis quelque chose aujourd'hui, sur mon compte Twitter par exemple, souvent on me dit « Ah bah c'est ce que le président pense ». Donc si on veut savoir ce que pense l'État sur telle ou telle question, les gens viennent vers nous. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas parler tout le temps. Et c'est comme ça qu'il a nommé des porte-paroles qui vont être sa bouche. Donc nous l'écoutons, il nous souffle chose à l'oreille. Souvent il peut nous dire « Allez-y ». Mais on doit quand même avoir l'aval parce que ça peut se retourner contre nous si on n'a pas son go. Mais il faut également aussi, au-delà de cette rôle d'être que une sorte de porte-voix, de bouche autorisée, comme on le dit ici, j'aime bien, nous devons également expliquer sa vision. C'est aussi dans le mandat du porte-parole d'expliquer la vision du chef de l'État, de vendre ses actions, ses activités, de dire voilà pourquoi il y a eu ça. Voilà. Donc c'est à peu près ça. La vision du chef de l'État se confond-elle deux fois avec la vision du Premier ministre? Deux fois, nous remarquons que les tâches qui sont dévolues à d'autres institutions de la République sont portées auprès du chef de l'État. Chef de l'État, il y a les Koulouna à gauche, chef de l'État, il y a le Cambo. Chef de l'État, le pince, fait ceci. Maintenant, comment vous traitez tous ces désirata de la population pour démontrer que non, ceci
effectivement, c'est de la part du chef de l'État, mais l'autre, il faut rediriger, par exemple, vers d'autres institutions. Comment vous faites? Parce que souvent... Alors, vous l'avez si bien expliqué, M. Katende, c'est que vraiment on a eu ce problème-là, et moi je peux le comprendre en deux temps. C'est qu'au départ, comme vous vous en souvenez, on a fait un long moment avant d'avoir un gouvernement. On a fait, je crois, plus de 7 mois avant qu'il y ait... 7 à 8 mois. Voilà, avant qu'il y ait un gouvernement, après l'alternance et tout ça. Donc du coup, tout a été centré, mais vraiment sur les chefs de l'État, sur les présidents de la République. Et aussi, après 18 ans au pouvoir de l'ancien régime ou l'ancien président de la République, il y avait beaucoup d'espoir aussi suscité par un nouveau président qui arrivait. Donc il y avait beaucoup d'espoir, il y a toujours beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Et même quand le gouvernement a été mis en place, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas encore intégré cela. Donc il y a des gens qui sont toujours là à dire, comme vous le dites, j'ai bien aimé, la première dame a fait une descente quelque part. Je pense qu'elle allait voir les femmes qui vendent les pains après le Covid, tout ce qu'il pouvait avoir comme impact. Il y a vous savez, notre économie est dans l'informel, donc il y a des femmes qui ont été fortement touchées. Et donc elle a été les voir pour essayer de les soutenir un tout petit peu dans leur petit commerce. Et il y avait une route, mais vraiment en très mauvais état. Et elle dit souvent, on lui dit, maman Denise, Yébissa, papa, voilà. Et donc ça, c'est la même chose, même pour nous, ça revient tout le temps. Même des choses qui sont dévolues au gouvernement. Parce que vous avez parlé de la primature. Le gouvernement, c'est quoi le rôle d'un gouvernement? C'est de mettre à exécution la politique, la stratégie, la vision du chef de l'État. Donc c'est au gouvernement en fait que revient la mise à exécution. Des fois, vous êtes agacé lorsque ça revient souvent. Ça vous agace ou... Bon, moi, ça ne m'agace pas. J'essaie souvent de leur dire, nous avons un gouvernement. Pour tel problème, par exemple, il y a un ministre sectoriel. Allez voir tel ministère pour tel problème. Mais tout est vraiment ramené auprès du chef de l'État. Tant mieux. Ça, c'est bon côté. Ça veut dire qu'on attend beaucoup de lui. Et il en est conscient. Et donc, c'est pour ça que vous le voyez aussi être très proche de la population. Vous le voyez descendre, aller parler à la population, saluer des mains. Il se sent peuple en étant roi. J'aime bien ça, c'est Rudyard Kipling qui le dit. Et donc, à un moment, bien évidemment, il faut renvoyer au gouvernement. J'ai vu quelqu'un dire, je crois qu'il y a une femme qu'on a arrêtée, je ne sais pas ce qu'elle a fait, et quelqu'un critiquait même. Ça, ce n'est même pas bien quand les gens se mettent à critiquer, et d'une manière peut-être très vulgaire, très insolente, très arrogante, sans même connaître comment ça devrait se passer. Dire oui, vous voyez, nous sommes dans un état de droit du président Félix Tshisekedi, mais regardez comment telle femme est arrêtée injustement. Ce n'est pas le président de la République qui va aller sortir les prisonniers du cachot. Il y a toutes les autres voies possibles, il y a toutes les autres institutions du pays qui doivent fonctionner, qui fonctionnent normalement. Donc chacun reste dans... C'est bien évidemment lui, le chef, le garant. Voilà, et il a vraiment ça à cœur en tant que personne, en tant que chef de l'État. Il prend vraiment ses responsabilités très au sérieux pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Alors, quelles sont les préoccupations que la population devrait amener auprès du chef de l'État? Quel genre? Ou bien quelles sont les questions On ne devrait pas limiter, mais qu'on n'oublie pas qu'il y a d'autres institutions, par exemple. Voilà, il y a chaque ministère qui a ses prérogatives, ses termes de référence. Ils sont là pour exécuter la politique de l'État. Ça ne veut pas dire que lui, en tant que père de la nation, il y a des limites. On ne dit pas à la population, bah ça, vous ne lui dites pas. Il oriente. Vous suivez les conseils des ministres, il y a toujours un compte rendu. Souvent, il donne des, je ne dirais pas injonctions, des directives. Il donne des directives aux différents ministères. Il dit à tel ministère, vous allez faire ça, vous, il y a tel souci, il y a telle préoccupation de la population qui m'a été remontée. Voilà comment est-ce que je vous demande de faire les choses. Je voudrais qu'au prochain Conseil des ministres, que vous me rameniez des propositions, si pas des solutions. Donc pour dire que lui, il est vraiment au-dessus et donc tout vient. Et voilà, on s'est dispatché. Madame la porte-parole adjointe du chef de l'État, nous mettons un terme à nos échanges, mais avant de mettre un terme, le président de la République a levé l'état d'urgence, tout a repris, mais la Covid-19 n'a pas pris fin. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques minutes des messages de sensibilisation auprès de nos téléspectateurs, auprès de la population du chef de l'État à respecter, malgré que nous avons retrouvé nos activités quotidiennes? Alors moi, j'ai bien aimé le discours du chef de l'État. Il a si bien résumé la situation. Il a dit
cher peuple, la population congolaise, même si nous levons, ou la levée de l'état d'urgence ne veut pas dire, ne signifie aucunement que c'est la fin de la Covid-19, du coronavirus. Donc ça veut dire que le corona court toujours. C'est vrai qu'il y a eu des améliorations. C'est vrai que le taux de létalité a baissé. On est passé de 11 à 2,5%. Peut-être parce qu'il y a une meilleure prise en charge, peut-être parce qu'on essaie un peu de mieux cerner ce nouveau virus qui a pris le monde entier au dépourvu, mais ce n'est pas fini. Je vois des gens tout relâcher, se dire « Ok, we are Covid-free ». Non, Covid, ce n'est pas fini. Respectez les gestes barrières. Comme je l'ai dit, et j'aime bien ce que ce docteur Kamba qui dit, il n'a jamais été aussi simple d'éviter un virus qu'avec le coronavirus qui fait autant de dégâts dans le monde. C'est très simple. Vous toussez dans le coude, on ne serre plus les mains. Vous lavez fréquemment les mains. Là où vous trouvez un point d'eau, lavez-vous fréquemment les mains. Gel hydro, comme ici on a touché, vous savez, on a touché. Je ne sais pas qui était là avant. Donc j'ai désinfecté avant, mais on ne sait pas avec que j'ai touché là. J'ai mon petit gel, après je vais laver les mains, mettre le masque, sinon 1 mètre de distance. Il faut éviter de se coller aux gens, que ce soit dans les lieux de culte, les cultes ont repris. Les universités, les écoles et tout ça, dans les supermarchés, partout là où il y a du monde, en tout cas éviter d'être collé aux gens, 1 mètre de distance, la distanciation sociale. On reste chaleureux, on reste humain, on a besoin de contacts humains, mais on respecte quand même ces mesures-là pour sauver des vies. Et nous, à la Task Force, on est vraiment... on y tient beaucoup, parce que vous savez, le président de la République a mis en place un groupe de travail sur le Covid, la Covid, la Task Force, et bien évidemment il y a le ministère de la Santé, il y a le secrétariat technique. Nous continuons à travailler ensemble pour montrer à la population que ce n'est pas fini et que nous nous devons tous de respecter les gestes barrières et d'être très prudents et surtout responsables. Madame la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama, nous vous remercions. Merci à vous. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous sur toutes les plateformes de rediffusion de cette émission. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.